Hello à tous, je suis Gaspard et bienvenue dans ce deuxième épisode de Spark. Spark, c'est un podcast où on parle de performance du corps, d'optimisation de sa santé et de longévité, simplement et scientifiquement. Chaque semaine ou chaque mois, on va donner la parole à ceux qui font avancer la santé proactive. Ça peut être des médecins, des chercheurs, mais aussi des gens qui pratiquent au quotidien, des athlètes, des entrepreneurs, des data scientists. On va recevoir plein de profils différents pour parler très pratiquement de ces sujets. Le but, c'est d'aborder avec leur expertise et leur routine les nouvelles tendances de santé et de faire le tri entre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas. Donc, si tu es intéressé par ta santé, par ton bien-être et tu cherches à te remettre en forme, mais aussi si tu es un athlète amateur, un athlète pro et que tu veux des leviers pour optimiser ta performance, tu es au bon endroit. Moi, je suis Gaspard, je suis passionné de sport et de longévité. Je suis à côté le cofondateur d'Aro, une startup dans la santé préventive qui propose des bilans sanguins avancés pour fournir un plan d'action personnalisé. Et aujourd'hui, je suis hyper content de recevoir Maxime Krantz. C'est le deuxième épisode de ce podcast, le deuxième Maxime. Décidément, on va faire une traîne sur le sujet. Maxime, bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par te présenter peut-être? Ouais, bah déjà, merci franchement de m'accueillir ici. C'est toujours cool, je trouve, de faire des podcasts, de pouvoir discuter et pouvoir échanger. Je trouve que c'est un bon levier, effectivement, pour pouvoir toucher un maximum de personnes. En quelques mots, Maxime, du coup, j'ai 35 ans, je suis coach sportif, entrepreneur. Je suis coach depuis un petit moment maintenant, depuis 2012, donc ça commence à dater. Donc j'ai un peu touché à tout dans le milieu du fitness. Donc quand j'ai commencé, c'était vraiment un peu tout ce qui était les tendances à cette époque-là, donc tout ce qui était cours collectif, les Smiths, le STEP, le LIA, c'était vraiment basé là-dessus. Et petit à petit, je me suis de plus en plus orienté vers le personal training. Donc maintenant, c'est ce que je fais principalement avec beaucoup de online. Donc, je fais beaucoup de personal training à distance. Donc, je coach les gens sur la programmation selon leurs objectifs. J'aime beaucoup avoir ce côté objectif. Donc, que les gens fassent de l'Aerox, du triathlon, du trail, de la route, qu'importe. J'aime bien que les gens se fixent un but et on essaie de l'atteindre ensemble. Donc, je coach énormément là-dessus. À côté de ça, je travaille beaucoup avec des marques, notamment Red Bull et Nike, avec qui je travaille en exclu dessus. Donc ça va être sur de l'event, sur des qu'importe ce qu'il y a à faire avec eux. Donc c'est pareil, c'est une casquette très intéressante et très cool que j'ai pu amener. Et personnellement, en pratique, je viens du basket. Donc quand j'étais jeune, je jouais à un bon niveau au basket. Je suis parti aux États-Unis. J'ai joué là-bas pendant un an. Je suis revenu, j'ai continué en France à bon niveau et ensuite j'ai passé le diplôme de coach. Suite à cela, à fond dans le fitness, découvert la muscu, tout ça, voilà, comme tous les nouveaux coachs, je pense, à cette époque-là. Et petit à petit, je me suis orienté vers la course à pied. Et là, ça a été vraiment un petit coup de cœur. Course à pied, triathlon et un peu plus récemment sur l'Aerox, qu'on m'a montré il y a 3 ans. Et pareil, coup de cœur dessus. Je trouvais ça cool de pouvoir être dans les salles de sport et d'avoir des objectifs à la salle autres que juste esthétiques. Donc j'aime bien ce côté perf qu'on pouvait avoir à la salle de sport. Plus c'était bien mixé avec la course à pied. Donc voilà un peu où j'en suis sur le côté sport aussi actuellement. Trop bien. Bon, Maxime est humble, il ne nous parle pas aussi de ses performances parce il fait pas juste que pratiquer, il a aussi des résultats, on reviendra là-dessus, mais c'est aussi dans ce cadre-là qu'on te reçoit parce que tu es vraiment quelqu'un Mm. qui justement arrive à atteindre des performances assez impressionnantes. Il y a plein de sujets que j'aimerais aborder aujourd'hui. Justement parler de toi, ce que tu as pu mettre en place pour Mm. performer, pour atteindre ces niveaux-là, dans plein de sports différents, ce que je trouve aussi est une approche hyper intéressante, ce côté hybride sur lequel on reviendra. On va parler de nutrition. Je sais que tu as aussi un diplôme en nutrition du sport, Mm. donc tu as des connaissances assez pointues sur le sujet et je sais que ça intéresse beaucoup nos auditeurs. Puis on va parler peut-être de coaching, justement des méthodes que tu arrives à appliquer à des gens qui n'ont pas forcément ton niveau d'entraînement ou des objectifs aussi avancés. Voilà, un agenda bien chargé pour aujourd'hui. Mm. Avant ça, peut-être une petite aparté, mais bon, j'ai vu que tu étais à Chamonix la semaine dernière pour Ouais. l'Ultra Trail du Mont Blanc. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'était? Moi, j'avais la FOMO de pas y être. Bah écoute, c'est ma 7e année à l'UTMB, donc pas en tant que participant. Je pense un jour le faire. Donc j'ai déjà fait du trail long. Mon max c'était 90 km sur une course. Peut-être, je me remettrai un peu plus là-dessus plus tard. Mais là, j'y étais du coup pour travailler. Je donnais des cours de yoga pour une marque. Et c'était donc ça m'a permis de rester toute la semaine là-bas, de pouvoir voir des gens qui faisaient ces courses incroyables, que ce soit de la TDS, le TC, la MCC, enfin bref, il y a différents formats, ça va du 15 jusqu'à l'UTMB qui fait 175 km. Ce qui est dingue, c'est que Chamonix, c'est une toute petite ville et pendant l'UTMB, c'est Disneyland.
C'est-à-dire qu'il y a Ok. tous les acteurs du sport. En fait, c'est moi ce que j'adore là-bas et c'est pour ça que j'adore y aller chaque année. Également, c'est que ça permet vraiment de connecter, de rencontrer des gens de différentes marques, de différents horizons. Honnêtement, tu marches dans la rue, enfin, tous les 30 secondes, tu croises quelqu'un que tu connais. C'est assez marrant. Tu as l'impression qu'il y a un peu tout le monde qui se retrouve au même endroit. Donc, moi, j'adore. Et puis, en plus, à côté, bah, tu es dans un encadrement qui est fou. Donc, tu vas toujours faire un peu de trail. Là, j'avais emmené mon vélo pour la première fois, donc je suis allé faire quelques cols. Trop bien. Franchement, c'était trop, trop, trop cool. Si vous avez l'occasion, franchement, n'hésitez pas à aller voir l'UTMB, c'est très sympa. Ça avait l'air, ouais. Moi, je suis pas trailer de base, je suis plutôt triathlète, mais ça fait partie des événements Ouais, qui me font hésiter de temps en temps à aller plutôt sur les sentiers que sur les quais de Seine à Paris. ouais, On va commencer peut-être par un sujet plutôt sport, parce que c'est une ouais. grosse partie de ton activité. Tu nous l'as dit, tu as eu un parcours sportif un peu particulier, tu as commencé par les sport co. Est-ce que tu peux nous raconter un peu justement quel a été le dénominateur commun entre toutes ces disciplines et par lesquelles tu es passé? Ouais. En fait, moi, ce que j'aimais beaucoup dans les sports co au début, c'était vraiment ce côté équipe. Honnêtement, c'était bah, d'être avec une team. En fait, il y a plusieurs facteurs que tu ne maîtrises pas quand tu es dans une équipe. Toi, tu essaies d'apporter ta pierre, mais tu peux jamais tout contrôler. Et je trouvais ça toujours intéressant, ce côté au final où tu es toujours un peu sur des trucs, c'est jamais certain. Donc, c'est pas comme une course où sur un handicap, bah, si tu es bien préparé, que les conditions sont bonnes, bah, normalement, tu es censé faire ta perf et il y a peu de variables. Là, sur les sur les sports co, c'était un petit peu différent. Quand j'ai commencé le fitness, j'avais complètement perdu ça. J'avais perdu notamment le côté compétition. Et c'est vrai que c'était un truc qui m'avait un peu manqué, donc de 2012 jusqu'à 2016, au final, où j'ai commencé à faire de la course à pied et à chercher des compétitions de course à pied. C'est vrai que pendant toute la partie fitness, bah, il n'y avait pas en fait que tu ailles en salle Mm. de sport. Je donnais des cours co, je faisais de la muscu, mais en fait, le week-end, le samedi, il n'y avait pas de match, il n'y avait pas de truc. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'avait un petit peu manqué. Donc, quand j'ai découvert la course, bah, se dire, bah, tiens, je vais me fixer un temps sur un 10 km, fixer un temps là-dessus. J'aimais bien ce côté objectif. Et je pense que je suis quelqu'un qui fonctionne vachement avec ça. Et je pense que c'est le dénominateur commun. Et c'est vrai qu'après, quand il y a eu l'Irox, bah, c'est vrai que je commençais un petit peu à. J'ai fait 14 marathons, j'ai fait un Ironman. Et c'est vrai qu'après, juste chercher un meilleur chrono, au final, ça devient un peu redondant. Mhm. Et quand j'ai découvert l'Aerox, je me disais, bah, trop bien, parce que je suis toujours fan de muscu, de fitness, de functional training. Et là, je me disais, bah, en plus, avec la course à pied, je vais pouvoir rajouter ça. Et c'était un bon combo des deux. Donc, c'est pour ça que j'ai direct accroché. Après, ça ne veut pas dire que ce sera la discipline que je ferai restant de mes jours. Comme on disait, honnêtement, le trail long, j'aimerais bien y retourner un peu. Mais pour l'instant, en étant à Paris, en vivant dans cet environnement-là, je trouve que c'est le truc le plus accessible. Et toujours, en plus, il y a des compétitions un peu tout le temps, donc tu as toujours moyen de te challenger. Je fais des bonnes perfs en compète aussi. Je pense que ça aussi, ça aide Ouais. à geeker et à vouloir rester un peu dans le truc. Et donc voilà, donc là, l'objectif, c'est de progresser, continuer à faire des meilleurs perfs encore au championnat du monde. Et voilà, essayer d'intégrer les meilleurs niveaux possibles. Ouais, parce qu'il me semble que tu as été qualifié, c'est ça, au championnat Ouais. du monde par équipe? Ouais, Euh, c'est ça. Donc en double, j'ai fini 36e mondial. ok. Donc c'était Solide. une belle perf cette année. L'année dernière, on avait fait 39. J'avoue que j'aimerais bien me rapprocher du top 20, top 30, tu vois. Donc ça va être un peu l'objectif. Donc ça a été une grosse transition pour moi cette année, physiquement. J'en ai parlé un petit peu sur les réseaux, mais j'ai pris 14 kilos en un an et demi. Et pareil, bah, c'était dans cet objectif de performance. Donc j'ai toujours été très bon coureur. Je sentais que j'avais un petit peu des lacunes sur cet aspect-là. Donc j'ai voulu vraiment miser à fond sur, OK, essayer de changer, prendre du poids, être plus fort, plus puissant. Et maintenant, je suis un peu sur cette phase où j'ai perdu un peu en course à pied. Donc j'essaie de revenir sur un bon niveau de course à pied. Et ça, en vrai, je trouve ça trop cool. Hmm. Tu vois, tu es tout le temps en train d'ajuster les Ouais. curseurs, de genre, OK, j'ai pris en force, j'ai perdu un peu en course. Maintenant, je vais essayer de remonter un peu là-dessus. Et que ce soit pour moi ou pour les gens que je coach, j'adore cet aspect-là. Prendre un athlète et se dire, OK, c'est quoi ses points forts? Qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer? Comment on va pouvoir jouer? Et en fait, c'est que des petits curseurs qu'on va jouer. Hyper intéressant. Je vais définir rapidement l'Irox au cas où, je pense que Ouais, la majorité des gens le savent, ça a tellement explosé ces dernières années, mais au cas où, on va le redéfinir. Donc l'Irox, c'est une discipline qui est assez récente, qui va alterner des moments de course à pied. En général, c'est 1 kilomètre, c'est ça? c'est ça. 1 kilomètre avec des exercices de musculation fonctionnelle. Donc ça peut être faire avancer un truc lourd sur, j'ai plus Ouais. les noms, un sled, Un c'est sled, ça? un Un chariot, sled ouais. sur une certaine distance,
faire des sauts d'une certaine distance, soulever des poids, etc. Donc ça fait des athlètes qui sont très complets à la fois sur la partie course à pied et la partie fitness, musculation. Et le but, c'est d'être chronométré. Donc c'est une course et ça peut se faire en individuel ou en équipe. Et c'est vraiment un engouement énorme autour de ce sujet-là. Du coup, tu te définis comme athlète hybride. Je serais curieux d'avoir justement ta définition de ce qu'est un athlète hybride et de creuser aussi cette partie de prise de poids, justement, évolution que tu as pu avoir. Qu'est-ce que tu as pu faire pour changer ton corps? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a peut-être pas marché? Qu'est-ce que tu as appris un peu sur ce chemin? Alors déjà sur le côté athlète hybride, c'est marrant parce que maintenant ça a été vachement repris. Enfin, on voit ça vraiment partout, que ce soit du côté des marques, que ce soit du côté de plein de médias. Moi, j'aime bien me dire que je suis capable de toucher à tout et que demain, tu m'appelles pour faire un projet d'escalade, je vais être capable de venir, que tu vas me dire, bah tiens, on va faire une énorme randonnée, on va faire tel truc. En fait, moi, je trouve que c'est plutôt ça. Je trouve que l'Irox, pour moi, c'est une discipline. C'est pas forcément hybride. Enfin, c'est pas forcément hybride, tu vois, parce que je trouve par exemple que le CrossFit est beaucoup plus hybride dans le sens où bah, les gars sont capables de faire des gestes de musculation, de Olympic weightlifting, tu vois, donc d'haltérophilie. Je perds mes mots en français, c'est terrible. D'haltéro, ils sont capables d'être très forts en gymnastique, ils sont capables d'avoir un conditioning très très fort. L'Irox, en soi, c'est très spécifique. C'est course à pied, c'est fonctionnel, mais il n'y a pas de technicité. Donc, en fait, tu vois, je trouve que dans le côté hybride, pour moi, je trouve qu'il y a cet aspect technique qu'il faudrait pouvoir intégrer un petit peu. Et c'est pour ça que le premier truc que je t'ai dit, c'est genre de l'escalade, parce que forcément, ça demande une souplesse, une mobilité. Enfin, tu vois, il y a plein de sports différents. Donc, et c'est vrai que de mon côté, j'aime bien me dire, bah voilà, je suis capable de toucher à tout. Comme je te disais, j'ai passé mes diplômes de yoga, je suis professeur de pilates aussi. Et en fait, cet aspect-là, je trouve c'est limite plus hybride que de dire juste, je fais de l'Irox, tu vois. Pour moi, le triathlète, et limite, j'ai un peu ce débat avec ma copine qui dit, ouais, le triathlon, c'est quand même plus hybride que l'Irox. En fait, il manque souvent la muscu. Moi, je sais que j'avoue que j'ai du mal à faire ma préparation physique musculaire et même ma mobilité, mais c'est vrai, sur le cardio, c'est vrai qu'on alterne pas mal Ouais, de voilà, choses. c'est ça, tu vois. En fait, c'est marrant parce qu'un peu, chacun voit un peu midi à sa porte. Et t'en as qui vont dire le triathlon, c'est plus hybride, l'Irox, c'est plus hybride, le CrossFit, c'est plus hybride. Au final, je trouve que ce qui est intéressant, c'est juste de se dire, OK, avec mon corps à l'heure actuelle, est-ce que je suis capable de faire un panel de sports le plus varié possible? Et c'est ça plutôt, à mon sens, le côté athlète hybride. Et c'est pas juste de se dire, je suis bon en Irox, je suis bon en triathlon. C'est vraiment se dire, OK, demain, on t'appelle pour faire tel ou tel truc. Est-ce que tu es capable de le faire sans que ce soit la panique à bord? Et c'est hyper intéressant parce que finalement, et c'était une transition parfaite dans la question d'après, je vois que tu es également en effet prof de yoga, que tu nous as dit que tu faisais également du pilates. Donc tu as un peu l'alternance parfaite entre le triptyque cardio, musculation, mobilité. C'est la base de la longévité. Aujourd'hui, tous les grands scientifiques sur ces sujets qui prônent le sport comme l'un des meilleurs médicaments disent qu'il faut ce triptyque-là. Est-ce que la longévité, ça a été un driver? J'ai l'impression de l'entendre à demi-mot sans que tu le verbalises vraiment, le fait que en fait, pouvoir faire un peu tout ce que tu as envie, peut-être le plus longtemps possible, Ouais. c'est un des drivers pour faire tous ces sports-là. Honnêtement, ouais. En fait, je pense que je suis plus passionné de manière générale sur le sport de manière générale. Tu vois, pareil, je vais regarder plein de sports différents, je vais me renseigner sur plein de sports différents. Sur côté longévité, c'est marrant parce que de base, j'y pensais pas forcément. Et forcément, au bout d'un moment, tu commences à te dire, surtout quand tu perds certaines facultés. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Là, j'avais justement certains exos de mobilité. Je revenais d'une petite blessure, donc il y a des exos de mobilité à faire. Et je me suis rendu compte, je suis toujours très souple, mais j'ai perdu en mobilité sur des trucs parce que bah, une masse musculaire qui est plus la même. Et là, je commençais à me dire, putain, j'aimerais bien reprendre un petit peu ça. Donc pareil, tu commences à te mettre un petit peu dessus. Donc au final, je pense qu'il faut jamais partir trop loin dans un côté du spectre et plutôt essayer d'être voilà, polyvalent sur ce truc-là. Et comme tu le dis, pour moi, la musculation, ça reste une base. Et honnêtement, les gens devraient vraiment s'intéresser là-dessus. Moi, c'est quelque chose où je pousse ma mère qui a 70 ans à aller à la salle. Je lui ai pris une coach et qu'elle fasse et qu'elle soulève des poids. Parce que pour moi, ça reste l'un des facteurs principaux sur la longévité. Et c'est vrai, après, le côté cardio, ça va l'être selon certaines personnes, selon certains trucs. Et effectivement, si tu as la possibilité de faire un peu un éventail des trois, c'est parfait. Après, certaines personnes ont de base une très bonne mobilité. Donc forcément,
Est-ce qu'ils ont besoin d'en faire autant que d'autres? Pas forcément. Moi, de base, j'ai quand même une très bonne mobilité, une bonne souplesse, donc je vais pas mettre un accent monstre dessus. Par contre, je vais essayer d'aller jouer un peu plus dans les deux. Et à contrario, tu en as d'autres qui vont avoir de nature une base musculaire très forte. Du coup, est-ce qu'ils vont peut-être pas aller jouer un peu plus avec la mobilité, un peu plus avec le cardio? C'est pour ça que c'est important de faire du personnalisé et de pas aller chercher vraiment un programme tout fait. Là, récemment, une pote m'a dit: Ouais, il n'y a pas un programme Aerox que je peux faire pour me préparer pour mon Aerox dans 8 semaines. Je lui ai dit: Franchement, Ouais. trouver des workouts, t'en trouves partout, ça sert à rien, tu vois. Genre, va chercher un truc plus individuel. Ouais, bah c'est la base. De toute façon, on voit dans ce courant, que ce soit de l'optimisation de la performance, mais aussi de la santé préventive. Nous, on aime bien parler parfois de santé personnalisée. Voilà, c'est Mm. l'approche, comprendre sur quoi je dois bosser, qu'est-ce que je fais en fonction. Et à la fois, c'est plus efficace et c'est aussi plus motivant parce qu'en fait, les gens, ils ont envie de faire les choses dont ils ont besoin et pas juste faire les choses qu'ils ont pu voir Exactement. sur Internet qui sont hyper génériques. Euh, Hyper intéressant. On va justement parler un peu plus d'optimisation du corps en général, dans une optique de performance. Je sais que tu es assez sensible sur ces sujets-là Ouais. parce qu'on avait déjà discuté par le passé dans différents aspects de ces sujets. Je vois aujourd'hui que tu as des wearables. Globalement, aujourd'hui, parmi les piliers de la santé préventive et de la performance, quels sont ceux que tu priorises? Qu'est-ce qui a le plus gros impact sur toi? De plus en plus le sommeil. C'est marrant parce que tu vois, c'était quand j'étais plus jeune, c'était vraiment un des trucs sur lesquels je me disais, moi, je suis quelqu'un qui a pas besoin de dormir beaucoup, 4-5 heures par nuit, ça marche amplement, je fonctionne très bien comme ça. C'était entre mes 25 et 30 ans. Et au final, je me rends compte à quel point c'est important. Et c'est vrai que bah, en parlant de wearables, du coup, j'ai pris Whoop. J'ai vu que toi, tu as aussi, t'as un Whoop aussi. C'est marrant parce que je l'avais utilisé pour la première fois en 2019 et pendant le Covid, j'ai arrêté parce que bon, la vie était quand même Ouais. beaucoup plus slow. Donc en fait, on On était avait le un temps de peu. dormir. Ouais, il y avait le temps de dormir. Et là, j'ai repris récemment, je crois qu'il y a 2 mois à peu près. Et juste pour traquer le sommeil, où en gros, je me suis dit, OK, et comme j'aime bien la compète, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder, je vais essayer d'avoir des bons scores sur mon sommeil, sur ma récup. Et c'est vrai que bah, de dormir avec le bracelet, ça te permet de traquer un petit peu tout ça et du coup de te dire aussi, tiens, là j'ai une petite dette de Mm. sommeil, je vais essayer de la rattraper ce soir et jouer comme ça. Et au final, j'essaie de pas être focus à fond non plus là-dessus, tu vois. C'est vrai que ça peut être Mm. vraiment très. Je sais que des fois, tu peux regarder, tu vois, tu as un mauvais score et tu te dis merde, ma journée elle est fichue, l'entraînement que j'avais prévu. Je sais pas trop prendre ça, mais plutôt juste au moins pour le sommeil, essayer de Mm. voir, ok, est-ce que je dors bien. Des fois, là, je me suis rendu compte, peut-être est-ce que si je prends certains compléments, bah tiens, ma FC, elle va être un peu plus Mm. élevée en ce moment, moins élevée. Qu'est-ce qui fait, tu vois, là, on parlait de la montagne de cet été, bah quand je dors là-bas, bah, tu vois, je sens que j'ai un meilleur sommeil, j'ai l'impression qu'il est plus récupérateur. Et donc, en fait, ça me permet de jouer un peu et juste me renseigner un petit peu là-dessus, tu vois. Hyper intéressant. Donc, le sommeil. Moi, je suis Sommeil, un ouais. gros avocat du sommeil aussi comme un pilier hyper important. Et on a pas mal de contenu à côté sur le sujet Ouais. si jamais ça vous intéresse. Euh, pour continuer sur le sujet des wearables, justement, donc TataWhoop que tu utilises pour le sommeil. Globalement, sur la donnée, qu'est-ce que tu utilises au-delà de ta Whoop? Quels sont les indicateurs clés que tu vas suivre? Et voilà, est-ce que tu es un gros consommateur de données sur ces différents aspects de la performance? Quand je m'entraîne, j'essaie de plus en plus de prendre une ceinture cardiaque Ok. pour vérifier un peu où j'en suis à ce niveau-là. Sur la montre, j'ai l'impression quand même c'est pas autant fiable. Il y a des fois où je vais courir et je vois une FC sur la montre à 180 alors que je suis en footing Mm. easy. Et donc, de plus en plus, j'ai pris la ceinture où maintenant il y a des bracelets. Je vais tester prochainement le bracelet que tu peux mettre au biceps. C'est un truc que je regarde. Pareil, je m'entraîne pas forcément avec ça pour traquer. Par exemple, je vais pas courir et me dire je vais essayer de rester dans cette zone cardiaque, mais Ok. j'aime bien la voir pour savoir un peu où j'en suis. Pareil, que ce soit sur le vélo, que ce soit sur le run, que ce soit pendant mes entraînements. J'aime bien le voir parce que je trouve que c'est un bon indicateur aussi quand il est précis de OK, est-ce que je suis en train de pousser un petit peu trop? Est-ce que, par exemple, si j'ai un entraînement à faire sur le skieur ou sur le rameur et que je dois être pendant 4 minutes à mon seuil 2, OK, je peux traquer et vraiment pas juste me baser sur mon allure qui est écrite, mais également sur OK, mon rythme cardiaque et ensuite mon ressenti. J'essaie toujours de croiser un petit peu les deux. Je trouve que beaucoup de gens utilisent pas assez leur ressenti. Et Mhm. c'est un truc que j'essaye de beaucoup enseigner aux gens que je coach. C'est OK, sur beaucoup d'entraînements, je vais leur dire OK, là, tu es censé être sur un ressenti de 7 sur 10. Là, tu es censé être à du 9 sur 10. Donc, je veux que là, tu te pousses. Parce qu'au final, si tu leur dis juste OK, tu dois être à telle allure,
Bah, en fait, ça veut tout et rien dire parce que s'il a une certaine allure et qu'en fait, à cette allure, il est super facile, moi, je suis pas avec lui Ouais, bien ce sûr. jour-là. Donc, en fait, je vais dire, OK, peut-être je vais te mettre une allure indicative de je veux que tu cours à telle vitesse, mais ton ressenti doit être à 9 sur 10. Donc, si à cette vitesse, tu te sens en détente, Faut accélérer. pousse. OK. Donc, j'aime bien ce côté un peu geek sur le truc où tu vas regarder la fréquence cardiaque, tu vas regarder un petit peu bah, les allures forcément et ensuite le ressenti. Je trouve que le triptyque des trois est vachement intéressant. OK, parfait. Et tu parlais de seuil 2, et cetera. Est-ce que tu fais des tests sur ces sujets-là pour déterminer tes seuils? Comment est-ce que tu as déjà fait des tests en labo? Est-ce que tu fais plutôt des tests avec ta montre, sur piste ou sur circuit? Comment tu détermines un peu justement ces Ouais, différentes zones? pour les allures, en général, je fais des tests pratiques sur OK. piste. Donc, je vais faire des tests 12 minutes, des tests 3 minutes. Donc, principalement en course à pied. J'ai jamais fait les tests en labo. C'est un truc que je kifferais bien faire. Si tu as des adresses à me recommander. On Euh, je peux pas tout dire, mais on est en train de bosser activement sur le Ah, sujet. ah ok, bon bah trop bien, on en parlera en off tout à l'heure alors. Mais ouais, franchement c'est un truc qui m'intéresserait bien et je pense qu'il intéresserait beaucoup de gens que je coach également. Parce que c'est vrai que surtout sur les athlètes, plus ils sont amateurs, plus c'est dur je trouve à trouver le bon seuil et la bonne intensité. Donc au fur et à mesure que les gens se connaissent un peu mieux, ils arrivent vraiment à comprendre, notamment sur un test, tu fais un test de 12 minutes. Il y en a plein qui vont pas vraiment réussir à le. Enfin, moi, en général, ce que je fais, c'est que je leur fais faire un test et après, on le refait genre 4 semaines plus tard. Mmh. Parce que déjà, la première fois qu'ils le font, ils ont du mal à comprendre. Ok, 12 minutes, c'est court, mais c'est long à la fois. Comment j'ajuste? Est-ce que je pars trop Ouais, vite, machin et tout? Donc, en fait, toi et moi, on va le faire, on va comprendre à peu près. Tu vas te dire, ok, potentiellement, je vais partir à telle allure. Et au fur et à mesure, je vais essayer d'accélérer si j'en ai encore un peu sous la pédale. Mais quelqu'un qui se connaît pas, il va avoir tendance à partir vite et au bout de 3 minutes se dire: «Ah putain, je suis complètement merguez» et limite, j'ai des gens qui vont faire un test de 12 minutes et qui vont me dire: «J'ai marché 2 fois pendant le test» parce qu'en fait, ils se connaissent pas encore ouais, bien assez. sûr. Donc c'est vrai qu'une fois, si tu pouvais avoir un peu des trucs en labo où tu y vas, c'est facile à mettre en place, franchement, ce serait trop bien. Eh ben, écoute, on va bosser sur le sujet parce que ça fait partie des choses en effet qu'on nous demande assez régulièrement. Hem, on a parlé de données, on a parlé de sommeil. J'ai envie de continuer un peu sur ta routine. Avant d'aller commencer sur la nutrition, ta routine sportive. On a compris que en ce moment, le focus, il est sur l'Aerox. Comment tu gères, la charge entre les différents sports? C'est quoi une semaine type, pour toi d'entraînement, avec tes objectifs? Les semaines type, enfin, ça change beaucoup parce que selon la saison, là par exemple, c'était l'été, j'en ai profité pour faire énormément de vélo. Donc pour changer un peu, aussi pour limiter un peu les impacts dus à la course à pied. Grosso modo, en termes horaires, je vais m'entraîner entre 10 et 15 heures par semaine. Il va y avoir je vais pas faire énormément de très haute intensité non plus, donc je vais peut-être avoir 2 à 3 séances un peu plus, type, Hyrox, Mmh. donc haute intensité. Je vais quand même avoir une majorité de zone 2, que ce soit en course à pied ou en bike et après je vais combiner avec, 2-3 séances de musculation et donc là, pareil, ça va dépendre un peu du cycle. En général, sur la muscu, c'est de principalement travailler sur de la force, donc peu de répétitions, beaucoup de récupération, très nerveux. Mmh. Déjà pour, je trouve d'un côté, heu, connaissance et bien comprendre son corps, c'est intéressant d'aller chercher sur de la force et à côté de ça, du coup, ensuite je l'applique sur les entraînements, type Hyrox. Génial, hyper clair. Heu, est-ce que un sport va impacter un autre en termes de charge d'entraînement, par exemple? Comment tu prends en compte que si tu as fait telle séance de muscu, il faut peut-être que tu sois plus léger sur la séance de course à pied? Tu les considères un peu de manière indépendante ou bien tout est corrélé et quand tu construis ta semaine, tu prends tout en compte? Non, tout est corrélé. OK, Du coup, justement, là, c'est marrant parce que je me suis pris récemment un coach. Donc, OK. j'ai demandé à un pote à moi de ça fait quoi? Ça fait faire 1 mois et demi là qu'on bosse ensemble. Mais pareil, que ce soit lui qui fasse ma prog ou moi quand je la faisais moi-même, tu de tout prendre en compte. Mmh. C'est marrant parce qu'il y a une époque, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais pris un coach en spécialisé triathlon OK. et c'était le moment où je commençais à faire de l'Aerox et lui connaissait pas du tout l'Aerox. Du coup, j'allais me retrouver des fois à avoir, où moi je me calais mes séances Aerox le mercredi après-midi, donc grosse intensité, on se dégomme la gueule et le soir, j'avais une séance sur piste. OK, ouais. Du coup, ça n'allait pas du tout. Donc forcément, l'après-midi, tu essayais d'être un peu plus, sur la retenue,
mais du coup, le soir, tu n'arrivais quand même pas à envoyer. Du coup, en fait, ça ne matchait pas. Donc, c'est hyper important, je trouve, d'avoir quelqu'un qui fasse tout. Et Ouais. là, le coach que j'ai pris n'est pas forcément spécialisé en course à pied, mais du coup, avec mes connaissances, on va essayer de construire un petit peu ensemble le truc, tu vois. Il a plus un aspect vraiment prépa physique. Et moi, je voulais bosser vraiment sur mes qualités de force et aussi avoir quelqu'un qui regarde ce que je fais de manière générale. Je trouve qu'honnêtement, c'est l'un des meilleurs trucs. Je sais pas si tu as déjà été coaché. Je suis coaché, ouais. T'es coaché. En fait, je trouve que le côté d'avoir un échange avec quelqu'un et de pouvoir dire, OK, comment ça s'est passé, d'avoir quelqu'un qui regarde et qui, simplement avec qui tu peux parler et avoir des feedbacks sur tes séances, sur tes sensations, c'est le plus grand confort, en fait. Et je trouve que c'est vraiment comme ça aussi que tu progresses. Donc, en gros, sur la semaine, on va essayer de construire ensemble et essayer d'avoir un truc, OK, bah là, on va chercher un effort maximal bas du corps. Du coup, le lendemain, on va essayer de faire un petit peu plus soft ou mettre un Mm. focus peut-être dynamique haut du corps avant de repasser sur autre chose et on va jouer un petit peu comme ça. Hyper clair. Euh, bon, un gros sujet maintenant, le sujet de la nutrition. Yes. Tu en as parlé un peu sur les réseaux, j'ai vu que tu avais testé pas mal de choses. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et peut-être aussi nous parler de justement cette évolution corporelle que tu as vécue pour cette nouvelle pratique sportive avec une prise de masse assez importante. Du coup, moi, donc j'avais fait un DU nutrition adapté à la pratique sportive en 2015, juste après mon DAS métier de la forme. Ça a toujours été un truc hyper important. J'ai jamais trop coaché dessus, jamais trop suivi de gens là-dessus. Déjà parce que de base, tu es censé avoir un diplôme en diététicien. Mhm. Mais donc, c'était toujours un truc qui me passionnait. Je donnais un peu des conseils par-ci par-là aux gens que je suis. Et puis, c'était un truc qui, à l'époque, il y avait les livres de Julien Vénesson et d'autres qui étaient hyper intéressants. 2016, je suis devenu vegan pour, en gros, j'avais vu un documentaire qui montrait un peu l'impact de l'industrie agroalimentaire sur la planète. Mhm. Et donc, j'ai testé une semaine végétarien, puis une semaine vegan. Je me suis dit, bon, en vrai, pas trop compliqué à faire, ça passe. Donc, je me suis mis à fond là-dessus. J'ai pas trop fait gaffe aux changements corporels, pour être honnête. Et pourtant, c'est marrant maintenant quand je regarde l'évolution de 2015 à ensuite, genre 2016, 2017, 2018. Genre, j'ai perdu énormément de poids. Mhm. Mais tu sais, c'est un peu au quotidien, tu fais pas forcément gaffe. Enfin, tu le vois pas Ouais. forcément, tu vois, si tu fais pas attention et que t'es pas focus dessus, tu le vois pas trop. En plus, je m'étais mis à fond sur la course à pied à ce moment-là, donc forcément, Ouais. j'étais moins sur la muscu, donc tu vois pas trop les perfs et tout. Et donc j'étais vegan pendant 7 ans, jusqu'à 2024, donc même peut-être 8 ans presque. Et début 2024, enfin, j'avais une petite transition, j'avais repris les œufs, etc., parce que j'ai des petites opérations, donc j'avais juste repris les œufs. Et début 2024, je me suis dit, OK, vas-y, j'ai vraiment envie, je suis dans l'Aerox, j'ai vraiment envie de prendre du poids. Et en fait, en septembre 2023, j'ai fait une compète. Et fin de la compète, j'ai des gros problèmes. Je me sens hyper mal, même pendant la compète, c'était hyper mal passé. Je suis tout blanc, j'ai des gros problèmes au ventre, ça va vraiment pas, j'ai du sang qui ressort. Et vraiment, je passe 24 heures très, très compliquées. Et puis, il se pose la question, je me dis aussi, Tain, j'aimerais bien prendre du poids, j'arrive pas, j'ai beau manger, qu'importe, suivre, prendre toutes les protéines véganes qui existent, essayer de vraiment, en plus, pour le coup, pendant le Covid, j'avais également énormément geeké le sujet, sur de l'hygiénisme, sur de la naturopathie. Enfin, ça, c'était un truc que j'ai Mhm. kiffé, tu vois, donc j'ai testé plein de trucs sur mon corps. Et début 2024, je vois du coup qu'il y a un truc qui va pas. Et j'ai pris un nutritionniste qui m'a suivi. Pour qui m'a dit, écoute, on va faire déjà des tests sanguins. Mhm. Donc j'ai fait une batterie de tests. Il regarde un peu le truc, il regarde mon groupe sanguin. Il me dit, lui, c'est un mec spécialisé de base, plus bodybuilding. Et donc vraiment spécialisé pour, tu veux prendre de la masse, il est Mhm. là. Et il me dit, écoute, moi je vois ton groupe sanguin, je vois le parcours, ce que tu me dis et tout. Pour moi, tu assimiles très 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 mal la protéine végétale. Ok. Il me dit, je suis persuadé que si tu reprends de la viande, ton corps il va changer, tu vas même pas t'en rendre compte. C'était une période où je me posais un peu des questions et où je me suis dit, écoute, ça se trouve, c'est pas fait pour moi, donc let's go, on va tester. Donc j'ai recommencé avec de la viande blanche. Au bout de quelques temps, il me dit, non mais t'as pas compris, il faut que tu manges de la viande rouge. Ok. Genre ton groupe, tes groupes sanguins au plus, il faut que tu prennes de la viande rouge, c'est ce qui va te correspondre le mieux et tout. Donc je commence à en prendre. Et effectivement, je crois qu'en 3 mois, j'ai dû prendre 5 kilos.
et vraiment de masse maigre, donc de muscles. Donc j'ai fait ah ouais. Et puis là voilà. Après, ça a été très rapide, donc j'ai eu beaucoup de blessures. J'ai eu blessure à la hanche, j'ai eu un syndrome des loges qui s'est déclenché. C'est le genre de blessure que tu peux avoir sur un athlète qui, entre ses 16 et 20 ans, a un pic de croissance et du coup, il prend beaucoup de poids. Bah, moi, là, je l'ai eu à 35 ans où, en une année, j'ai pris énormément de poids. Et donc, bon, j'ai dû jouer un peu avec ça. Mais c'était fou de voir aussi à quel point ton régime, ce que tu vas manger, ça va avoir un impact. Et ça m'a fait surtout réaliser que il n'y a pas de régime parfait pour standard pour tout le monde, tu vois. J'ai des potes à moi qui sont véganes, qui sont hyper balèzes, ça se passe très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le documentaire Game Changer où le mec devient vegan et d'un coup il devient hyper puissant. Bah, ça peut marcher pour des personnes, ça va pas forcément marcher pour d'autres. Et en fait, il n'y a rien de tel que tester, voir par soi-même, être à l'écoute de son corps. Maintenant, je fais beaucoup de photos, donc où je me mets en slip et je prends des photos et je vois l'évolution et j'essaie de mettre côte à côte sur 3 mois. Ok, chaque mois, qu'est-ce qui a changé, sachant que j'ai pris tel complément, tel truc, j'ai mangé plus ci, ça. Qu'est-ce qui va avoir un impact dessus? Et en gros, j'essaie de traquer un petit peu ça. Hyper intéressant. C'est une bonne idée, l'idée des photos. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. On a tendance à juste regarder la balance, mais la balance, c'est un indicateur simplement de poids. On sait que, Ouais, on a parlé dans le podcast précédent, les balances qu'on a à la maison, même connectées, souvent, sont pas très fiables sur tout ce qui est répartition de la graisse, du muscle, etc. Donc, je pense que la photo, c'est un bon indicateur. Et je trouve ça aussi hyper intéressant, le fait que voilà, tu sois allé voir quelqu'un qui t'ait fait faire des tests, que tu aies pu voir ce qui te correspondait, etc. Et on y revient à un sujet dont on a discuté juste avant et dont on avait discuté dans le précédent podcast, c'est l'aspect personnalisation. Et c'est particulièrement vrai sur la nutrition. ouais, On avait reçu dans le dernier podcast donc un autre Maxime qui lui était médecin et qui en plus d'être médecin est chercheur, donc a un diplôme de biostatisticien, a bouffé des centaines et des centaines de papiers de recherche pour voir qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui l'est pas, et qui nous a aidé, nous, à construire notre protocole médical sur l'aro. Et en fait, le constat qu'il a fait, c'est qu'aujourd'hui, sur l'alimentation, les papiers de recherche, in fine, il y en a tellement que la conclusion, c'est qu'il faut un régime qui est assez varié, équilibré et personnalisé, et on n'a pas trouvé de recette miracle, on ouais, a beau avoir des tendances, des choses qu'on suit, il n'y a rien qui marche pour tout le monde. Donc c'est ça le plus important, c'est de comprendre son corps et de personnaliser, et idéalement de tester pour ouais. essayer d'objectiver un peu les besoins. Tu nous as parlé de compléments alimentaires à l'instant. Euh, L'idée, encore une fois, c'est de comprendre ta routine. Bah, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu as pu essayer qui marche pas Hmm. ou que tu as arrêté? Qu'est-ce que tu continues à prendre aujourd'hui? Je prends beaucoup de choses. Je prends beaucoup, beaucoup de compléments alimentaires. Alors, c'est marrant parce que du coup, c'est quelque chose de bien parce que du coup, ce nutritionniste m'a fait tester, m'a fait prendre plein de compléments alimentaires en plus. C'est sa vision. Petit à petit, je me dis, bon, peut-être que j'aimerais bien prendre un peu moins de trucs aussi. De manière générale, je pense il y a un peu des trucs que tout le monde devrait prendre parce que je pense que l'autre Maxime a dû en parler, mais il y a plein de choses qu'on retrouve plus dans l'alimentation. De manière générale, que ce soit tout ce qui est oméga 3, que ce soit les EPA, DHA, ça reste quelque chose que la plupart de la population devrait prendre, que ce soit sur la vitamine D également. Donc ça, moi, c'est même un peu quelque chose que je conseille et tout à chaque fois avec les gens que je coach. C'est ça, magnésium. Je crois un complément qui est un mélange de magnésium et de taurine pour améliorer l'assimilation du magnésium. Ça, c'est ce que je recommande un petit peu à tout le monde. Après, moi, à côté, je me supplémente, je prends du moringa, je prends un petit peu d'iode, je prends de la vitamine C aussi, beaucoup, pas mal de vitamine C pour réduire la fatigue. C'est plus par rapport à mon rythme de vie et ce que je fais que je prends ça. Voilà, en gros, c'est ça. J'essaie de me rappeler un peu des trucs. J'ai une liste un peu longue, mais Ok. voilà. En gros, c'est les trucs les plus communs, quoi. Hyper intéressant. Mais je suis d'accord avec toi sur le triptyque que tu as donné, qui pour le coup sont des choses, les oméga 3, le magnésium, la vitamine D, sur lesquels il y a de toute façon peu de risques et Voilà, c'est beaucoup de ça. papiers de recherche qui disent que en effet, dans une alimentation occidentale, on a du mal à obtenir les apports suffisants. Donc ça, nous, c'est des choses qu'on recommande assez régulièrement. L'idéal, c'est toujours évidemment de faire un bilan, de savoir où on en est, Mm. d'objectiver le fait qu'on en a besoin. Mais sur ces marqueurs-là, enfin sur ces compléments-là, il y a assez peu de risques. Tu as parlé de moringa. Alors celui-là, je ne le connais pas. C'est un peu comme la spiruline, c'est une racine. Ok. C'est une racine ou une plante d'ailleurs, je sais pas. Mais voilà, qui est hyper complet et qui permet d'amener certaines vitamines et minéraux. Ok. C'est un peu comme un complément, comme un multivitamine, multiminéraux. Ok.
Bon, écoute, on a parlé déjà plein de choses. Il nous reste encore quelques sujets. Ouais. On a parlé de sport, on a parlé de nutrition. Si on prend les autres piliers, un peu de la performance et de la longévité, sommeil, tu nous en as déjà parlé, mais donc santé mentale, est-ce que tu as des choses que tu as mis en place aujourd'hui pour justement prendre soin de toi sur cet aspect-là qui est un des piliers aussi essentiels, que ce soit dans la performance Ouais, sportive ouais, tout à ou même fait. dans la longévité? Bah, je trouve déjà de manière générale, honnêtement, quand on regarde autour de nous, le nombre de personnes qui commencent à avoir des problèmes de dépression, qui sont pas bien dans leur corps, dans tout ça, et qui vont le masquer avec, que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit avec de l'alcool, que ce soit avec des médicaments. En fait, c'est vrai que ça a devenu un vrai, vrai sujet. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de gens dans ma famille où il y a eu des problèmes là-dessus. Et on m'a toujours conseillé: «Va voir un psy, va parler à quelqu'un» et c'est pas quelque chose dans lequel je me retrouvais. Pareil, pendant un moment, j'avais essayé la méditation avec les applications, ces trucs-là et tout et en fait, c'était pas quelque chose qui me paraissait naturel et depuis cette année, j'ai commencé à écrire et c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant et encore une fois, c'est quelque chose qui marche pour moi et que je trouve, trop bien parce que en fait, tu vois, d'aller voir quelqu'un, je trouvais ça toujours un petit peu compliqué parce que tu sais, tu as des gens qui vont voir et disent: «Moi, c'est super avec cette personne». Tu vas, c'est pas ouf, tu as du mal à communiquer. En fait, pareil, je trouve que la démarche d'aller trouver quelqu'un avec qui parler, qui nous correspond, je manque déjà C'est beaucoup de durable. temps. Donc, si c'est pour aller tester 25 psys, honnêtement, et après te dire: «Est-ce que ça marche pour moi? Ça marche pas pour moi?» C'est toujours quelque chose sur lequel j'étais un peu genre réfractaire et je me disais: je sais pas, ça me paraît, bref, je me sentais pas à l'aise. Je me dis: «En fait, si tu te sens pas à l'aise, faut pas que tu te forces» et bah, du coup, j'ai pris un petit cahier et j'écris. C'est pas tous les jours, ça va être peut-être 2-3 fois dans la semaine et j'ai juste écrit mon ressenti. Comme dit, là, j'avais quelques trucs, familiaux très difficiles les derniers temps. En fait, de le mettre par écrit, ça m'a fait absorber, assimiler beaucoup de choses et j'ai trouvé ça, bah, du coup, beaucoup plus simple grâce à ça. Donc, qu'importe ce que les gens vont trouver, ma copine, elle fait beaucoup de méditation, elle adore ça. Pour elle, elle trouve que c'est hyper important et elle me pousse à le faire, mais je lui dis, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise à rester assis. J'ai plus tendance à m'endormir à moitié qu'à vraiment faire le vide. Donc, voilà, j'ai trouvé ça. Mais je pense que c'est un truc sur lequel les gens devraient s'intéresser de plus en plus. Et comme dit, c'est un peu le thème général, mais il y a pas de généralisation. Il Mmh. n'y a pas de truc, faut tester. Il y en a qui vont aller voir un psy, ça va super bien se passer en allant le voir une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Il y en a d'autres qui vont voir une fois un marabout et ça va leur changer la vie et c'est trop bien. Et je pense que vraiment, tu n'as pas de généralité là-dessus. Mais par contre, je pense que tout le monde devrait essayer de trouver un petit quelque chose qui permet de, quand on a des coups durs, c'est vrai que des fois, quand tout se passe Mmh. bien, bon, bah, faut pas non plus chercher la petite bête. Mais quand il y a des coups durs, d'avoir un petit truc sur lequel on sait que, bah, tiens, je pourrais aller parler à cette personne, ou tiens, je pourrais aller écrire, ou tiens, je peux faire des exos de respiration et méditer, ça va m'aider. Bah, c'est cool d'expérimenter pour se dire, quand il y a un coup dur, je peux aller me plonger là-dedans et je sais que ça va m'aider à avoir une petite béquille pour passer le moment. 100% aligné avec toi et en plus aujourd'hui avec les outils qu'on a, avec les IA et cetera, il y a moyen de commencer. Évidemment, les IA ne sont pas encore les solutions finales pour ces sujets, mais par contre, ça peut être un moyen de commencer à tester assez facilement. Si on ne sait pas trop comment commencer la méditation, on va sur ChatGPT et on lui pose des questions et il va vous donner, les quelques bons conseils pour tester et après si ça vous plaît, il y a des applis qui sont très bien faites pour vous aider, il y a des Mhm. professionnels qui peuvent vous accompagner. Pareil pour le journaling, et évidemment pareil pour la santé mentale et les psys. Hem, mais 100% aligné avec toi, c'est quelque chose que, voilà, tout le monde devrait chercher un peu son truc et s'en préoccuper au même titre qu'on se préoccupe de son Ouais. alimentation, de son sommeil, de son sport. Hem, Génial. On va passer sur les questions un peu de la fin, c'est des questions un peu plus courtes. Yes. L'idée, c'est voilà, des trucs assez rapides. La première qu'on pose à chaque fois, c'est quoi ton ou tes habitudes santé que tout le monde devrait mettre en place s'il y avait une chose que tu as mis en place qui cartonne pour toi et tu te dis, tiens, il faudrait vraiment que tout le monde le fasse. Ah. Putain, il y a trop de trucs. Tu peux nous en donner deux, trois si jamais il y en a deux, trois. Des habitudes à mettre en place. Le sommeil, je trouve que c'est traquer son sommeil et c'est d'avoir, c'est pas tant les heures non plus de sommeil, mais une régularité. Essayer de se dire, ok, je me couche tous les soirs à 22, je me lève tous les matins à 6 et j'essaye de me prendre un 20-30 minutes de gap où voilà, j'essaie de pas trop varier là-dessus. Je trouve que quand on arrive à le faire régulièrement, ça marche hyper bien et on ressent vraiment les bénéfices.
plutôt que c'est terrible, mais il y a beaucoup de gens que je coach. À toute la semaine, ils vont pas dormir beaucoup, ça va être un peu le crash. Et le week-end, ils vont se faire des nights de 10 heures. Et en fait, le corps, il aime pas du tout ça. Il aime pas du tout. Derrière, ils se sont éclatés le week-end parce que la nuit, ça a été. Enfin bref, les cycles du sommeil sont moins respectés. Donc je trouve déjà avoir une régularité sur son sommeil, même si on n'arrive pas à faire 8 heures, même si c'est sur 7 heures, 6 heures et demie, mais avoir une régularité, c'est hyper important. Donc ça, je pense que c'est le tips numéro un. Pour les gens qui ont des enfants en bas âge, bah, faut réussir à jouer avec ça. C'est qu'une période. Mais c'est vrai que là, j'ai de plus en plus de gens autour de moi qui commencent à avoir des petits. Et c'est vrai que bah, c'est un challenge différent. Donc, j'en ai pas encore. Je verrai comment j'adapte ça. Mais c'est vrai que c'est un petit challenge. Ensuite, on va essayer, bah, du coup, s'il y en a un tip sur le sommeil, un tip sur l'alimentation. Pour moi, c'est d'aller faire des tests sanguins. Honnêtement, ça a été, parce qu'en fait, on a beau se sentir bien, pas bien, en fait, il n'y a rien de tel que juste faire une prise et voir qu'est-ce qui manque. Est-ce que j'ai des carences sur un truc, sur un autre? Beaucoup de femmes sur le fer vont avoir des carences à certains moments, donc pouvoir se supplémenter. Et en fait, après, c'est pas compliqué. Tu vois, c'est pas, il n'y a rien de fou à faire, mais quelques petits compléments. Ça, essayer évidemment d'avoir un truc varié, mais surtout, voilà, comme j'en parlais avec mon expérience, c'est pas parce que vous êtes à l'heure actuelle végétarien, vegan ou carnivore que ça vous correspond. Donc peut-être que certaines personnes ils vont se rendre compte, bah, tiens, si je diminue un peu la viande, je me sens beaucoup mieux, je suis moins fatigué. Peut-être que certaines personnes vont se dire, bah, tiens, si je réintroduis une fois par semaine juste un peu de viande rouge, peut-être que bah, tous mes taux de fer et tout ça, ça va aller. Donc après, choisissez des choses de qualité. Tu vois, moi, ça a été aussi un peu un des fers de lance là-dessus, c'était de me dire, bah, si je remange de la viande, par contre, je remange de la viande de qualité. Mhm. Donc, c'est d'aller en boucherie. Donc, c'était super marrant la première fois que je suis retourné en boucherie. Je suis rentré dedans, j'ai dit au mec, gros, ça fait 7 ans que je suis pas venu dans une boucherie. Je ne sais pas quoi prendre. Est-ce que vous pouvez m'aider? Du coup, c'était marrant parce que le mec m'a dit, ah, vous n'êtes pas le premier à me raconter cette histoire et tout. Et du coup, mais je trouve ça bien. Donc, allez faire ça, allez pas acheter le premier jambon sous vide dans un truc parce qu'on vous a dit qu'il faut remanger de la viande. Donc, je trouve d'aller chercher des produits de qualité, ça reste vraiment un des facteurs hyper importants. Et ensuite, pour prêcher pour ma paroisse sur le sport, euh, bah, essayez de vous faire accompagner. Donc, si on n'a pas forcément les moyens de prendre un coaching privé, déjà essayez de rejoindre des groupes, c'est cool. Il ne faut pas oublier, pour moi, c'est l'un des aspects les plus importants, c'est que le sport, ça permet vraiment de connecter les gens. Et donc, que ce soit dans des crews, aller faire du run, ensuite aller le mixer avec la musculation, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, ça reste vraiment l'un des trucs fondamentaux. Je trouve il y a plein de studios à l'heure actuelle qui se développent, qui sont vachement basés sur le très haute intensité. Et en fait, je trouve que des fois, il faudrait juste revenir un petit peu à la base et juste, ok, est-ce que je suis capable de soulever des charges lourdes? Mhm. Est-ce que je suis capable de courir sans avoir de douleur? Et en fait, c'est les premières bases. Plutôt que de s'inscrire à toutes les courses de la Terre, à aller faire que des cours à 7 heures du mat, pleine balle, c'est marrant, mais tu vois, j'enseigne dans un studio où c'est ça, où c'est des bootcamps, où ils se mettent des grosses pilules. Et je vois des gens, ils viennent 4-5 fois dans la semaine. C'est pas le but. Mhm. Tant mieux pour le studio, ça leur fait plus d'argent, mais c'est pas le but. Ce genre de truc, ça devrait être un peu exceptionnel. C'est un petit expresso dans ta semaine. Ouais. T'y vas, tu prends la petite cartouche, tu connectes avec des gens, c'est sympa, il y a de la musique, il y a une ambiance de ouf, mais ça doit pas être la base de ton entraînement. Donc, c'est d'aller chercher un peu cette variante de, ok, je vais chercher à faire des trucs un peu doux, je vais chercher à faire un petit peu de cardio et je vais aller soulever des charges. Et de temps en temps, je peux aller mettre une cartouche avec les copains parce que c'est super sympa et que ça met une petite ambiance. Mais ça doit pas être la base de allez, je me lève super tôt, j'ai pas beaucoup dormi, je vais me faire un truc et de toute façon après je prends 3-4 cafés dans la journée et ça passe. Non, c'est pas le but. Tu vois. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour ces trois conseils. Et sur le premier conseil de la régularité du sommeil, je mettrai dans le lien, il y a une énorme méta-étude qui est sortie il y a très peu de temps, qui fait justement, qui était exactement ce que tu viens de dire, qui explique que en gros, la durée de sommeil ne remplace pas le manque de régularité et Ok. que des gens qui avaient une durée de sommeil OK, mais à des horaires jamais réguliers, avaient des taux de mortalité, des taux de maladie, etc., beaucoup plus Ok. élevés. Donc, ça montrait bien que c'est deux choses qui sont presque isolées. Il faut dormir suffisamment et dormir régulièrement, et l'un ne va pas compenser l'autre. Donc c'est en effet un super point, et je mettrai le lien dans de l'étude dans les commentaires. Trop bien. Maintenant, un mythe
santé que t'aimerais démonter? Quelque chose que tu as trop entendu mais que tu peux plus entendre, soit parce que ça marche pas, soit parce que ça a pas beaucoup d'impact? Euh, Ah là là, c'est vrai, moi, ce que tu m'avais envoyé les questions en plus, c'est là, quand je l'ai lu, ce truc, je dis un mythe santé, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut. Euh, je trouve que le travail à haute intensité, il est surcoté, honnêtement, et ce que je dis un peu sur Mmh. les bootcamps, tu vois. Et je trouve que les gens devraient plus gagner à déjà comprendre Mmh. leur corps. Cet après-midi, là, juste avant de venir, je coachais quelqu'un que je coach à distance. Et je l'ai pris et je lui ai dit, ouais, tu sais quoi, je vais juste te regarder un petit peu comment tu cours. Et en fait, il y a tellement de petits détails qu'il faudrait améliorer sur la posture, sur tout ça. Et en fait, beaucoup de fois, les gens se disent juste, bah, je vais faire plus, et ça va aller. Et ça va finir par passer. Et je te jure, mais il y a le nombre de gens que je coach qui font plus que ce que je leur demande. Et Et, qui c- finissent par se blesser et ou ils qui. se blessent ou alors ils stagnent. Et en fait, vraiment, pour moi, le plus gros mythe, c'est de penser que plus tu vas en faire, Mmh. mieux ça va aller. Et ce qui est terrible, c'est qu'avec les réseaux sociaux, bah, tu te connectes, tu vois un tel, il a fait telle séance de la mort, l'autre, il a fait encore telle compète, tel truc. Bah, en fait, tu commences à culpabiliser et dire, putain, moi aussi, je devrais y aller. Et en fait, travailler plus Mmh. intelligemment, ça vous amènera beaucoup plus loin, que ce soit en termes de performance ou en termes de longévité. Donc pour moi, le plus gros mythe, c'est vraiment ce truc de se dire plus je vais faire de sport, plus je vais progresser. C'est archi faux. Ouais, c'est très vrai et c'est vrai que c'est l'erreur classique sur la course à pied, c'est là où c'est hyper frappant. Les gens qui commencent la course à pied, ils ont l'impression qu'à chaque sortie, il faut bombarder, il faut aller au max, se mettre dans le rouge Mm. s'ils reviennent. Et en fait, plus tu progresses en course à pied, plus tu te rends compte que bah, la science, toutes les études, les professionnels, etc., en fait, c'est souvent principalement l'entraînement à basse intensité et de temps en temps, au bon moment, les bonnes séances d'intensité. On parle souvent de 80-20, de zone 2, Ouais, etc. Mais c'est exactement ça. Euh, on va maintenant passer vraiment au closing. Déjà, on va te ouais, remercier, Maxime, pour avec plaisir. toute ton intervention, ces réponses hyper justes que tu nous as données. C'est quoi la suite pour toi et les gros projets qui arrivent potentiellement? Ça va être une belle année, j'espère. Du coup, je vais continuer à travailler avec les deux marques que j'ai citées tout à l'heure. Donc, je vais avoir des beaux projets avec eux cette année. Je suis également sur l'ouverture d'une salle de sport. Donc, c'est une salle que j'aimerais bien ouvrir prochainement sur Paris. Euh, sur un concept un peu global de functional training, également avec un gros espace de récupération. Donc, j'espère que ça va avancer vite. En tout cas, c'est un bon chemin. Et j'aimerais vraiment créer quelque chose qui puisse être également très personnalisé. Donc pouvoir pousser un peu, quand tu viens dans la salle, tu n'es pas juste là pour t'entraîner dur, mais tu es pour t'entraîner smart et pour pouvoir vraiment connecter avec les gens, qu'il y ait cet aspect social, mais en même temps qu'on puisse se dire, on va te faire progresser à ta façon, à ta manière, et pas juste te balancer dans un cours collectif parce que c'est sympa que tu ailles te mettre une cartouche. Donc en gros, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher un concept un petit peu novateur là-dessus. Et voilà. Trop Donc bien. ça va être le gros projet de cette fin d'année 2025-2026. Et voilà. Et après, d'un point de vue sportif, donc là, il y a la saison Aerox qui va reprendre. Donc elle s'est terminée en juin. Là, elle a repris en septembre. Donc je vais faire toutes les compétitions françaises. À côté de ça, j'organise toujours des training camps aussi. Donc ça, je vais en avoir plusieurs dans l'année. Donc on en a eu un premier en août juste à côté de Paris. Et après, j'ai la 5e édition là en septembre au Maroc. C'est un Trop truc que bien. je fais de manière récurrente, donc c'est assez cool, avec un de mes meilleurs potes. Donc voilà, en gros, ça va être la suite balancée entre les events, le coaching, la salle de sport et les training camps. Ça, un beau programme, bien chargé comme il faut. Euh, Trop bien. Une dernière question, celle-là, c'est vraiment juste pour te faire des ennemis. Tu as fait plein de sports différents, tu as fait du trail, on n'en a pas parlé spécifiquement, mais moi j'ai vu que tu avais fait un GR20 en 4 jours, ce qui est une épreuve complètement dingue. Tu as fait des Ironman, tu as fait de l'Irox à très haut niveau. C'est quoi le plus dur? C'est quoi l'épreuve la plus dure que tu as fait? Bah, le plus dur à cause de la durée, c'est clairement le GR20. Ok. Ça a été. Après, c'est marrant parce que en soi, quand tu fais un Irox pleine balle, c'est horrible. Genre, je suis à 180 BPM tout le long, j'ai le goût du sang dans la bouche, j'ai envie de crever, comme quand tu fais un 10K à Ouais. pleine balle. Tu vois, c'est un effort horrible. Mais ça dure pour un 10K 30 et quelques minutes, pour un Irox 50 et quelques minutes. Sur le GR20, ça démarre, c'est cool, c'est beau, c'est sympa, tu kiffes,
mais à la fin de la première journée, déjà, t'en peux plus. Et donc, nous, on s'était challengé de le faire en 4 jours. C'était un enfer, je te jure, à la fin, genre, on avait les larmes aux yeux presque, tellement c'était. Je me souviens marcher et voir l'environnement qui est beau et me dire, mais plus jamais je reviens en Corse. Je, je veux juste que ça s'arrête. Et c'est marrant parce qu'on s'était fixé ce challenge de manière un peu comme ça. Mon pote avec qui je l'ai fait, il l'avait fait en 7 jours déjà. Il m'a dit, vas-y, on y va cette année, on le fait en 4 jours. Je ne l'ai jamais fait, j'ai aucune idée. Je lui dis, bah vas-y, je te suis. Si tu me dis qu'en 4 jours ça passe, ça passe. Et du coup, on est parti là-bas en se disant, il faut absolument que ce soit fait. Tout le monde s'en fout, hein, que tu le fasses en 5, en 6, tout le monde s'en fout. Et je pense que c'est encore mieux du coup, parce que tu vois, sur une compète, on attend que tu performes, que tu fasses un truc. Là, non seulement tu peux te dire, genre, en vrai, mec, on peut s'arrêter, tout le monde s'en fout, ce sera déjà très bien de le faire en 5. Mais non, dans la tête, on se disait, faut que ce soit en 4 et ça a été une expérience incroyable parce que c'était des moments du coup qui resteront à jamais gravés, mais c'était extrêmement difficile. Ouais, j'imagine le manque de sommeil. On dormait 3-4 heures par nuit et puis si tu fais toute la journée, marche, course, à la fin on n'avait plus trop. J'ai fait un podcast dessus qui est super marrant. Écoutez, si un jour tu as l'occasion, On mettra le lien aussi. On mettra le lien aussi. il est très très drôle parce que du coup je raconte un peu tous les détails, mais à la fin on n'avait plus trop de thunes, du coup on pouvait plus trop acheter à manger. Donc, et c'est sur le GR20, tu es obligé de payer en cash. On n'avait pas pris assez, donc à la fin tu te retrouves en galère. C'était c'était dingue. On va aller écouter ça et on mettra le lien. Ouais. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup Maxime pour ton temps. Merci pour à ta toi. participation. Et pour tout le monde, je vous dis à très vite avec de nouveaux invités pour parler de santé préventive, de performance et de longévité. D'ici là, abonnez-vous, mettez des commentaires sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast. Et à bientôt. Au revoir tout le monde.